Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant, .info sur Internet. C'est Jacques Cotta, notre invité aujourd'hui. Qui veut la peau des services publics? C'est le titre de son nouveau livre, édité aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Vous intervenez au 08 92 23 95 20 pour lui poser vos questions. Et c'est Jean-Marc qui va ouvrir le bal. Jean-Marc, bonjour. Oui, bonjour Alex, bonjour Monsieur Cotta. Bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs en France et partout d'ailleurs, notamment en Tunisie. Ça. Voilà, pour leur courage. Ça c'est une parenthèse. Oui, bonjour Monsieur Cotta. Alors effectivement, j'avais une question très précise en fait, parce que je crois que vous avez travaillé sur France 2, ou vous travaillez encore, non? Oui. Ouais. Il n'y a plus le médiateur de la rédaction, vous savez? Oui. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce que M. Marimono est à la retraite? Ou est-ce que c'est parce que... En fait, c'était ma question. Alors écoutez, j'ai beaucoup de mal à vous répondre, parce que je vais vous dire la vérité, je n'en sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que Marimono, en effet... ouais, c'était bien cette émission, justement. Oui, c'était bien, c'était bien. C'est vrai, en plus, c'est vrai que ça correspondait à un souci qui était celui de... Public. Ouais, public, de répondre aux questions que les téléspectateurs pouvaient avoir, et puis de s'expliquer sur un certain nombre de choses. Voilà, au niveau du journal, etc. Absolument, oui. Mais je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. D'accord. Et au niveau des autres, pas idem, je sais qu'il y avait Marie-Laure Augry sur la 3, Jean-Marc, on est un peu hors sujet, là. Non, on n'est pas hors sujet, parce qu'en fait, justement, le médiateur, si tu veux, de France Télévisions, à l'époque, ça permettait de mieux comprendre les enjeux, les intérêts, etc. Oui, c'est vrai, oui. Non, c'est vrai que ça fait partie, si tu veux. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas... De l'information publique, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai, je ne peux pas vous dire, moi, on n'a plus de regard critique aujourd'hui, on n'a plus de regard critique sur le journal, à part d'autres médias sur Internet ou autres, hein, c'est ça que je veux dire. Ouais. Critique positive, cependant, pourquoi non, pas. c'est vrai que dans cette émission du médiateur, moi, si mes souvenirs sont bons, ce que je trouvais pas mal, si tu veux, parce que moi, je ne suis pas directement confronté à ça, dans la mesure où je fais essentiellement du documentaire. Mais dans le domaine de l'information, ce qui me semblait plutôt positif, c'était qu'il était possible de revenir sur des reportages qui avaient été diffusés, notamment pour tenter d'en expliquer les axes, les angles, les remettre en cause d'ailleurs, et entendre ce que les téléspectateurs avaient à dire. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Maintenant, pourquoi ça n'existe plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut, si tu veux, dans ce cas-là, il faut directement s'adresser à France Télévisions, et puis soit par mail, soit par courrier, leur demander, et puis voilà, quoi. Merci à Jean-Marc pour sa question. Le standard 08 92 23 95 20. Alors, c'est assez intéressant finalement cette question de Jean-Marc, parce que c'est un service public aussi. On parle de France Télévisions, et vous en parlez, Jacques Cotta, dans votre livre. Oui, je parle de France Télévisions en disant qu'il y a, vous voyez, il y a quelque chose qui est apparu à l'époque de France Télécom, et qui aujourd'hui se développe terriblement à la Poste, et qui est terrible. C'est une espèce de pression et de modification des relations de travail qui aboutissent à des drames humains. Et j'en parle parce qu'il se trouve qu'au moment où je terminais ce livre, je n'ai pas pu ne pas évoquer le fait que, à la fois, nous avions eu deux suicides et deux tentatives de suicide sur le groupe France Télévisions, et ce qui est nettement moins, mais ce qui est déjà beaucoup trop, par rapport à ce qui a pu se produire à France Télécom et à ce qui se produit aujourd'hui à la Poste. Et puis je parlais aussi de France Télévisions, parce que France Télévisions comme service public a été profondément instrumentalisé, notamment dans l'affaire Bettencourt, parce que à un moment donné, c'est là que la parole officielle a décidé de venir s'exprimer et de venir dire des choses qui devaient théoriquement amoindrir la situation, alors que la situation était quand même déjà largement engagé publiquement avec l'affaire Woerth, l'affaire Bettencourt, l'affaire des retraites, etc. etc. Donc oui, j'en parle, et je pense que ça met, si vous voulez, de façon plus précise, l'accent sur ce qui a surtout été vu à France Télécom et à la Poste. Très bien. Merci donc à Jean-Marc pour cet aparté. Le standard reste ouvert. Jacques Cotta, juste avant la respiration musicale, nous allions nous arrêter sur un sujet très important. Il s'agit de l'école. Oui, l'école. L'école, qu'est-ce qui se passe? On voit des professeurs qui actuellement décident de perdre de l'argent, d'être moins haut sur les échelons, bref, d'être moins bien notés. Tout ça parce qu'ils estiment qu'on ne va pas dans la bonne direction. Que se passe-t-il à l'école? Déjà, il se passe, à mon avis, que dans le corps de l'éducation nationale, existe encore, et de façon importante, et je trouve que c'est pas mal, des gens qui se déterminent plus par la conception qu'ils ont de leur métier et ce qu'ils apportent à des jeunes qui sont leurs élèves que par leur avancement personnel.
Donc en effet, c'est un milieu dans lequel on rencontre des enseignants qui sont un peu mis à l'index, qui souvent sont confrontés à des notes administratives ou à des règles qui ne vont pas dans leur sens, et que pourtant ils affrontent, parce qu'ils considèrent qu'il en va de l'intérêt supérieur des jeunes auxquels ils enseignent et des raisons pour lesquelles ils font ce métier. C'est encore une vocation. Oui, c'est encore une vocation assumée comme telle, et heureusement, parce qu'on n'a pas en face de soi des boulons ou je ne sais quoi, on a des êtres humains qui sont des enfants, des élèves en formation, et on a comme rôle celui du savoir, donc d'apporter un certain nombre de choses à ces jeunes gens pour leur permettre d'avancer. Donc c'est important que ce soit une vocation. Alors si vous voulez, je pense que ça met à jour deux phénomènes qui se développent dans l'éducation nationale, dans l'enseignement. Deux phénomènes par lesquels d'ailleurs ce service public est directement attaqué. Le premier, c'est celui des contenus. On se rend compte, contrairement au discours officiel, qu'il y a une diminution considérable dans les 20, 25, 30 dernières années des heures accordées sur un certain nombre de matières, et notamment dans des disciplines importantes, que ce soit le français, que ce soit les mathématiques, que ce soit dernièrement, vous avez vu, avec l'histoire, dont l'enseignement est supprimé dans certaines sections, ce qui a d'ailleurs pas été sans réaction de la part d'historiens, car un peuple sans histoire, ça n'est plus un peuple, ça n'est plus un peuple qui a un avenir. Donc bon, ça a créé un certain nombre de réactions de ce type, et c'est la première façon, si vous voulez, d'attaquer, à mon avis, le service public d'éducation. La deuxième façon, c'est une façon budgétaire directe. Il doit y avoir cette année plus de 30 000 postes supprimés dans la fonction publique, 16 000 dans l'enseignement. C'est énorme. C'est énorme, ça touche tout. Ça touche le primaire, le secondaire, les lycées. Après d'ailleurs que tout cela ait déjà été touché avec, vous vous rappelez, cette suppression de milliers de postes de RASED, c'est-à-dire ces instituteurs spécialisés pour les enfants en grande difficulté, et qui étaient des instituteurs qui pouvaient les prendre à part, qui pouvaient essayer de les remettre dans le circuit, de les faire progresser, de régler leurs problèmes. Tout ça, ça a disparu, et les instituteurs classiques vous disent que pour eux c'est un drame, parce qu'eux, ils ne sont pas à même, ils n'ont ni le temps, ni a priori la qualification pour traiter spécifiquement ces problèmes. Donc vous avez là deux aspects par lesquels le service public d'éducation est directement remis en question et directement assujetti à des impératifs qui sont ailleurs, qui ne sont pas des impératifs d'éducation. Et ça m'amène, si vous voulez, à mon sens, à la logique de ce système. Pourquoi on en est là? Il faut bien comprendre que si on en est là, c'est pas, je veux dire, là encore, il ne faut pas prêter plus au gouvernement actuel que ce qui lui appartient. Le gouvernement actuel s'est engouffré dans des failles qui viennent de bien plus loin, qui viennent d'Allègre, qui viennent même d'avant Allègre, qui viennent d'une certaine conception de la pédagogie et de l'histoire scolaire issue des années 68, enfin bref, qui vient de tout ça. Donc c'est une autre discussion qu'il faudrait prendre en détail, mais tout ça pour vous dire que derrière, ça a été très bien résumé, je pense, par un certain nombre de textes publiés au niveau international, notamment au sein de l'OCDE, qui regroupe tous les pays, pour voir, non pas prêter de l'argent, non pas donner des consignes, mais pour étudier. C'est un espèce d'endroit où il y a un brainstorming permanent qui permet, c'est-à-dire un échange d'idées permanent, qui permet aux grands de ce monde d'harmoniser les politiques qu'ils mettent en place. Et bien vous voyez, il y a un texte qui dit qu'en gros l'éducation n'est pas adaptée, pour deux raisons. Elle apporte beaucoup trop, disent-ils, au grand nombre, et pas assez à un petit nombre. Le grand nombre, c'est celui dont les métiers ont été détaillés, notamment dans un texte américain qui est repris au sein de l'OCDE, comme étant un nombre destiné à remplir des machines de canettes lorsqu'on a besoin d'un distributeur, destiné à assurer une vente immédiate derrière un guichet, destiné à apporter un service tout de suite en sonnant à une porte, à amener un pli, hop, et à repartir. Bref, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de beaucoup de formation. Donc l'école leur apporte trop, disent-ils. Et pas assez un petit nombre. Le petit nombre, c'est ceux qui sont chargés de les encadrer. Et donc ils disent que globalement, si l'école s'adaptait à cette situation, eh bien il faudrait globalement qu'elle économise beaucoup de ses moyens apportés à tout le monde, et puis le petit nombre qui a besoin de plus de qualifications, il trouvera toujours un certain nombre d'entreprises privées des formations adéquates pour lui donner. Ben, vous émettez ça en hypothèse de travail, hein? Oui, et bien derrière il y a une logique qui est celle de la destruction du service public d'éducation. Et ça c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit des générations à venir et il s'agit sans doute du socle sur lequel la société doit reposer. Donc quand ça s'est inscrit, quand ça s'est posé, je pense qu'on est devant une situation préoccupante, extrêmement préoccupante. Et vous savez, les enseignants
qui ne sont pas, à mon avis, des gens qui crient au loup tous les jours, qui sont extrêmement dévoués et qui, en règle générale, font beaucoup plus que les heures qu'il y a sur leur emploi du temps. Les enseignants sont, en règle générale, extrêmement inquiets par cette situation parce qu'ils la vivent et ils la voient tous les jours. On se dirige vers un État qui laisse de côté petit à petit la scolarisation, l'éducation, et qui laisse finalement l'éducation aux médias. Ce sont les médias maintenant qui éduquent, qui disent ce qui est bien, ce qu'il faut savoir. Quelle est la culture? C'est la culture de l'immédiateté. Et on disparaît peu à peu, effectivement, l'histoire, la géographie, les mathématiques, à tel point que les professeurs s'en inquiètent et essayent donc de travailler à leur niveau, avec leur connaissance de terrain. Une fois de plus, on revient à la solidarité de terrain, c'est un peu ça. Oui, on revient à la solidarité de terrain, et puis, si vous voulez, surtout, je crois que vraiment, ce qui est très 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 grave, c'est que l'éducation, théoriquement, c'est ce qui permet la formation, c'est ce qui permet de se situer dans la vie et de voir la société qu'on veut construire, avec qui et comment. Et si ça, on le laisse tomber, ou si ça, on décide de la menuiser, ça veut dire que l'avenir est largement amputé. Et vous mettez en avant aussi peut-être un monde dans vos hypothèses de travail où ce seront les entreprises donc, qui formeront des élèves à savoir faire uniquement ce qu'il y a à faire dans les sociétés, des ouvriers qualifiés. Je pense que c'est une volonté, attendez, je ne mets pas, c'est pas tellement une vue de l'esprit, c'est pas de la science-fiction, c'est malheureusement une volonté qui est déjà exprimée par un certain nombre d'entreprises. Je veux dire, vous écoutez le MEDEF a un projet éducatif qui correspond globalement à celui-là. Ça peut faire penser aux écoles Coca, Pepsi aux États-Unis qui étaient sponsorisées entièrement. On se souvient que le financement de l'école était sponsorisé par justement des distributeurs un peu partout dans l'établissement. Vous avez eu ça ici aussi, et vous avez notamment eu des réactions importantes d'enseignants qui parfois ont gagné, qui parfois n'ont pas gagné sur des distributeurs de ce type qui étaient déjà installés ici en France dans les établissements scolaires. Mais si vous voulez, plus que cela, qui a un côté peut-être important, mais encore anecdotique chez nous. Je crois que ce qui est important, par contre, c'est qu'il y a une volonté qui est clairement exprimée, notamment par le MEDEF, qui est sur la ligne, en effet, pour avoir la meilleure formation possible. Comme une entreprise sait ce qu'elle va attendre de ses employés, il vaut mieux que ce soit elle qui les forme et qu'on arrête de s'embarrasser avec une formation générale dont on n'a pas grand-chose à faire dans la production des richesses de demain. Voilà. Donc, si vous voulez, mais attendez, c'est un choix de société. Le problème, c'est qu'il faut le poser en tant que tel. Moi, je pense que certains ont le droit, pour les intérêts qu'ils défendent, de faire ce choix-là, mais il faut en discuter parce que je pense que collectivement, ce choix est dangereux. Oui. Je ne peux pas vous contredire. Suzy est avec nous. Bonjour Suzy. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, donc moi ce que je voulais dire, c'est que je ne pleure pas sur la disparition des enseignants de RAZ, parce que honnêtement, quand un enfant est en difficulté, c'est pas une demi-heure ou une heure par semaine qui peut vraiment le sortir de ses difficultés. Donc payer quelqu'un qui va passer les 2/3 de son temps en voiture pour aller d'une école à l'autre, je trouve pas ça efficace. Par contre, je trouve très bien qu'on donne du temps aux enseignants pour s'occuper de leurs élèves qui sont en difficulté, parce qu'ils les connaissent tout le temps, donc ils peuvent les aider de façon beaucoup plus pointue. Et également, il y a quand même, bon, c'est pas encore mis en place, mais les associations y travaillent, il y a le projet d'intégrer les enfants handicapés à l'école et en ayant chacun un auxiliaire qui est entièrement avec lui. Parce que malheureusement, moi je connais bien un problème pour les enfants handicapés, quand on les met dans les classes, c'est-à-dire on les met tous ensemble, le niveau est très très bas, quoi, parce que ces enfants-là ont vraiment besoin d'être aidés un par un. Voilà. Donc, voilà, vu de l'intérieur, moi je préfère 1000 fois plus que mon enfant soit avec un auxiliaire de vie scolaire, qui est un bon esprit, qui est du cœur et puis qui l'accompagne, et puis l'enseignant, je trouve ça mieux que du saupoudrage, une heure par-ci, une heure par-là. Et puis alors d'autre part aussi, moi j'ai été enseignante pas mal d'années, toujours dans des zones très difficiles, mais pas ZEP. Et j'arrivais à quand même bien réussir, peut-être parce que j'ai une philosophie, je suis bouddhiste depuis 35 ans, et pour moi ce qui était important c'était la relation humaine, que mes élèves soient heureux, le respect, et à partir de là, ne pas courir, essayer de raccrocher un maximum de gamins, d'expliquer, de les faire échanger entre eux, et puis on arrivait à avoir d'excellents résultats. Bon, mais je dois vous dire que malheureusement j'étais une exception.
Et même, ça déclenchait des jalousies, des mesquineries, etc. Et après ça, quand moi j'ai eu un enfant dans le collège où j'avais enseigné pendant X années, mais je suis tombée, mais de haut, je ne pouvais pas imaginer que des collègues qui, n'est-ce pas, avaient bonne conscience, étaient syndicalistes, etc., mais traitaient les élèves comme de la merde, en vraiment avec mais vraiment barons rouges partout. Comment est-ce que c'est illisible? Comment pouvez-vous écrire aussi mal? Ça vous fatiguerait trop d'écrire sur les lignes et tout. Alors finalement, on revient quand même à l'importance de la qualité humaine. Et puis aussi l'importance pour les parents, pour même tout le monde, de chercher à toujours apprendre. C'est ça qui est important. C'est pas seulement à l'école. L'école est très importante, mais ce qui est important, c'est quand même quel type de relation ont les enseignants avec les enfants. Est-ce que malheureusement, ils sont comme un certain nombre pressés d'en finir et de se débarrasser des gosses? Ou est-ce que vraiment ils s'investissent et ils font aimer l'école ou le collège à leurs élèves? Voilà. Et malheureusement, donc, je pense qu'au niveau aussi du corps enseignant, il y a une remise en question à avoir. Enfin, on n'est pas là seulement pour transmettre un savoir. On est aussi là. Il faut étudier la psychologie. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à arrêter un cours où ça se passe pas bien, faire parler, et puis on repart ensemble dans une direction meilleure. Mais ça, malheureusement, en France, ça existe très 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 peu. Ça existe peut-être dans... Malheureusement, il y a peut-être des écoles privées ou hors contrat où les enfants ont cette qualité. Alors, les enseignants, bon, quand on dit on voudrait faire un peu comme en Finlande il n'y a pas de notes, etc. On fait jouer les enfants comme en Allemagne, on les fait jouer jusqu'à 6 ans, 7 ans. Et ça, on sait que c'est hyper important, le développement psychomoteur pour la coordination, pour être bien dans sa peau, pour la communication avec les autres, développer le langage et tout. Eh bien, en France, vous savez qu'à voir, on gueule, on gueule, on gueule. Alors, honnêtement, avoir des professeurs des écoles en maternelle, hein. Moi, j'en ai vu un qui a dit à la rentrée de mon fils, c'est très important de leur apprendre à faire les ronds dans le bon sens, parce que vous comprenez, après, ça détermine comment ils vont écrire et tout. Des années après, je me suis rendu compte, mon fils, il fait toujours les ronds dans le mauvais sens. Donc, cette dame-là, elle nous dit ça le jour de la rentrée, elle n'a même pas fait attention. Vous vous rendez compte? Vous savez, madame, moi je vais vous dire, des exemples particuliers que vous donnez, je vais avoir beaucoup de mal à me prononcer dessus, parce que ce ne sont que des exemples particuliers qui ont toute leur valeur, hein, certainement, puisque vous les donnez, mais ça ne peut pas être le point de départ. Ce que je peux vous dire juste sur les gros traits, premièrement, vous parlez des enfants, des RASED ou bien des auxiliaires avec les enfants. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'au point de départ, il y a une qualification et il y a un effort qui est donné, avec des moyens qui sont donnés pour s'occuper notamment des gosses en difficulté. Les RASED, c'était un système sans doute insuffisant, mais qui avait le mérite de mettre en face la reconnaissance d'un problème, c'est-à-dire la difficulté d'un gosse, avec un instituteur chargé de l'affronter directement et d'essayer d'y remédier. Bon, on supprime les RASED. On va mettre des assistants à la place qui vont s'occuper des enfants. Très bien. Et puis en même temps, on va dire, les enseignants vont s'occuper en plus de leur temps, de leurs élèves, parce qu'ils les connaissent le mieux. Je vais vous dire tout cela dans les mots, c'est très bien, mais dans la réalité, ça donne quoi? Ça veut dire que par exemple, un élève qui est dans une classe, et ça, plein d'instituteurs le reconnaissent et le voient, même les gosses le disent quand on discute avec eux. Moi j'ai fait l'expérience, les gosses, ils disent des choses qui ne sont pas inintéressantes et qu'il faut entendre. Lorsque par exemple un gosse en difficulté est convoqué par son instituteur pour rester entre midi et 1h à l'heure de la cantine dans sa classe parce qu'il doit faire des choses en plus, ou le soir à la sortie de l'école, vous savez comment il le prend? Pas du tout comme une aide qu'il lui a apportée, il le prend comme une brimade vis-à-vis de ses collègues, et vis-à-vis de ses copains, des autres enfants qui eux ne sont pas amenés, parce qu'ils ne sont pas dans la même difficulté, à avoir la même aide. Et donc je pense que c'est pas franchement, ça ne correspond pas franchement à l'objectif recherché. Ensuite, si vous voulez, sur la formation, le problème va être vite réglé. Comme de toutes les façons, il a été décidé à cette rentrée que les enseignants allaient se retrouver dans des classes sans formation pédagogique et sans avoir fait de stage précédemment pour pouvoir le faire. La question est réglée. Ça va être à chacun selon son inspiration et le contact humain, comme vous dites. Donc, vous voyez, je pense que vraiment les difficultés, si elles sont là, elles sont dans la conception même de l'organisation du monde scolaire et non pas dans la responsabilité, à mon sens, des instituteurs en soi ou des enseignants en soi.
Ben oui, moi je pense que c'est quand même de la responsabilité de l'enseignant d'établir entre ses élèves un respect mutuel et de pas qu'ils se jugent, pas qu'ils disent des méchancetés, etc. Et puis de ne pas mal considérer un enfant qui peut avoir une difficulté sur un plan, parce que peut-être qu'il a une difficulté sur ce plan, sur un autre plan il va être beaucoup plus fort que tout le monde. Bien sûr. Mais donc ça c'est l'enseignant. Si vous voulez, déjà l'enseignant, moi je vais vous dire, voilà, déjà l'enseignant, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Je pense que l'enseignant, il est là pour enseigner. L'enseignant, il est porteur d'un savoir, et ce savoir fait que tout le monde n'est pas, dans une classe, égal à tout le monde. L'enseignant, c'est l'enseignant, les élèves sont les élèves. Ah oui, mais attendez, c'est pas... Pardonnez-moi, oui, moi je suis pas d'accord, parce que justement, il y a là le problème de l'échec de l'enseignement en France, c'est que les enseignants, ils veulent pas changer, ils sont psychorigides. On est là pour enseigner. Mais madame, enseigner quoi pas... D'abord enseigner à vivre, enseigner la non, madame, non, madame, non. Un enseignant de mathématiques, il n'est pas là pour enseigner à vivre, il est là pour enseigner les mathématiques. Maintenant, attendez, Suzy, c'est une conversation, on va laisser Jacques finir. Suzy, si vous voulez. Alors après, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Non, mais Suzy, si vous voulez, à mon avis, ça ne marche pas, parce qu'aujourd'hui, les programmes ne sont plus en adéquation et avec les besoins intellectuels des enfants et avec les heures qui permettent de les dispenser. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est la vraie histoire, d'ailleurs. Mais maintenant, si vous voulez, moi, je considère qu'un enseignant de mathématiques, il a pour enseigner les mathématiques. Maintenant, qu'il le fasse dans des relations qui soient les relations les plus accessibles possibles par l'enfant, sans démagogie, mais en même temps avec une proximité qui permette à l'enfant d'aimer ça, ça, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Sauf que le point de départ, ce qu'il définit, c'est pas d'avoir des relations pédagogiques qui correspondent au bouddhisme ou à je ne sais pas quoi, je suis désolé de vous le dire, ce qu'il définit au point de départ, c'est d'avoir des relations basées sur la connaissance des mathématiques et la capacité qu'il a de faire passer ses connaissances pour que les élèves s'en saisissent. Oui, ben moi je pense et bien ça, on le nie aux enseignants. Ça, c'est la cause de l'échec du système scolaire français. Parce que je vais vous dire, j'étais enseignante en anglais. Je suis allée faire un stage de 3 semaines en Angleterre dans une université l'été. Hein. Et là-bas, on nous a fait passer qu'une chose. Hein. On nous a martelé pendant 3 semaines. C'est pas grave si vos élèves ils baragouinent un peu et qu'ils parlent pas un anglais correct, mais l'important c'est la communication. L'important c'est de se faire comprendre. L'important c'est la communication, c'est le respect entre les élèves. Je suis arrivée, il fallait faire un rapport de stage. Moi j'ai mis ça, hein, j'ai mis ça dans, voilà, j'ai mis le bilan de mon stage. Ben, j'ai été critiquée par mon inspecteur qui me dit ah là vous avez oublié de mettre une majuscule et puis tout, puis il a rien saisi. Ça je suis d'accord avec vous là. Parce que c'est le problème en France. Là sur ce que vous dites là, Suzy, je suis d'accord avec vous. Donc ce qui est intellectuel, vous voyez, l'intellectuel, l'intellect, la connaissance, et pas assez dans l'humain. Mais si s'il y avait plus d'humains partout, vous voyez, non, mais attendez, à la limite. Suzy, c'est peut-être parce que je ne comprends pas ce que vous dites, mais là, l'exemple que vous donnez avec lequel je suis totalement d'accord, c'est pas une question d'humain ou pas d'humain. C'est une question de savoir comment on enseigne l'anglais et pourquoi faire. C'est vrai le fait qu'on enseigne l'anglais pour savoir si on doit être capable d'échanger, c'est-à-dire de servir du véhicule au point de départ de la langue pour parler cette langue étrangère, c'est à mon avis en effet important. Or, si l'inspecteur vous reproche d'avoir cette conception des choses au profit de je ne sais quelle vision académique, je pense qu'il est à côté de ses pompes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Donc oui, mais d'accord, mais Suzy, c'est pas une question d'humain, c'est une question de savoir à quoi ça sert et pourquoi. Or, c'est vrai qu'on peut dire par exemple qu'un bon enseignant d'anglais, c'est un enseignant qui va permettre à un môme de se retrouver en Angleterre et d'avoir une discussion en anglais. Peut-être en faisant des fautes. Il expérimentera au fur et à mesure et qu'il corrigera au fur et à mesure, mais au moins de pouvoir se servir de ce pourquoi il est allé à l'école. Si c'est ça, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais voilà, vous voyez, moi simplement, je trouve que dans notre société, ce qui manque, c'est justement, c'est l'humain. C'est quand même l'humain. Partout, parce que c'est pas... Oui, mais on ne va pas pouvoir... Voilà. C'est possible, mais si vous voulez, je pense qu'on ne va pas pouvoir demander à un corps qui est celui des enseignants de substituer par l'humain la situation de fond dans laquelle ils sont placés et dans laquelle est placée l'éducation. Je crains fort... Enfin, moi j'ai 32 ans d'activité professionnelle, ça a duré pendant... J'en ai vu hein, quand même, j'ai eu un peu d'expérience, j'ai déménagé, j'ai été dans beaucoup d'endroits, et quand même, malheureusement... j'ai toujours vu des abus, vous voyez, des abus ou des choses qui faisaient que je comprenais que les enfants n'étaient pas heureux à l'école. Et ça, s'ils sont pas heureux à l'école et que leurs enseignants s'en fichent, c'est embêtant, mais ça dépend pas du ministère ni de la politique. Hein.
Suzy, Voilà. merci beaucoup. Suzy, si ça en dépend. Attendez, Suzy. Allô, Suzy. Oui, oui. Vous êtes là. Si, je veux pas qu'on s'arrête là-dessus quand même, parce que si les enfants sont pas heureux à l'école, ça n'est pas parce que les enseignants les rendent pas heureux ou parce que l'éducation les rend pas heureux. C'est sans doute parce qu'il y a un contexte qui est plus général dans lequel tout le monde est placé, qui font que les enfants ne s'y retrouvent pas, au même titre que les enseignants ne s'y retrouvent pas. Parce que vous voyez, sinon, à mon avis, on ne va pas en sortir. Parce que moi, je vais vous retourner l'argument, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire aux enseignants pour que les enfants soient heureux? Puis d'abord, est-ce que le rôle des enseignants, c'est de rendre les enfants heureux? Vous voyez, je veux dire, c'est une discussion sans fin, on ne va pas y arriver comme ça, à mon avis. Bah, moi, je crois qu'il faut tout casser, puis faire voilà, il faut faire un peu comme en Allemagne, en Finlande, une très grande place à l'épanouissement personnel, enfin dans les écoles Steiner, tout ça, où on sait que pour la réussite, pour construire un bon cerveau, pour la réussite, la psychomotricité, le jeu, c'est énorme, la musique, etc. Il faut laisser tomber les jugements, les notes, etc. Alors, allez dire ça aux enseignants en France et aux parents. Bon, je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, mais bon, on voit que c'est quand même les gens qui ont les meilleurs résultats de tous les points de vue. Hein. Moi, je crois qu'un gosse est heureux lorsqu'il a le sentiment que ce pourquoi il est dans une salle de classe et de ce qu'on lui enseigne lui apporte. Je pense que ça lui donne du bonheur. S'il a le sentiment que ça lui échappe, il se demande ce qu'il fait là. Donc le fond de la question, ça reste quand même le rapport à la connaissance et la possibilité de les transmettre. Enfin, c'est avec mon avis, hein, Suzy. Bah oui, mais moi je dirais connaissance académique, mais connaissance humaine aussi. C'est hyper important. Certainement, mais l'un ne peut pas se substituer à l'autre. Voilà. Hein. Voilà. Ok. Allez, merci Suzy, allez, au revoir. Oui, allez, au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir Suzy, merci beaucoup. 08 92 23 95 20 pour intervenir et dialoguer avec Jacques Cotta. Alors l'éducation, on vient d'en parler, on va pas rester plus longtemps dessus. Hein. Tout est décrit dans le livre de Jacques Cotta, je vous le rappelle, qui vient de sortir, Qui veut la peau des services publics, chez Jean-Claude Gazevitch. On va parler maintenant, si ça ne vous dérange pas, de France Télécom un petit peu. On va dire un mot de France Télécom. France Télécom qui n'est que... qui est le modèle et en même temps la résultante d'un système, c'est une sorte de tout, France Télécom. France Télécom, c'est d'abord le produit dans l'état actuel de ce qui a été ressenti quand même globalement par comme une trahison générale. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même qu'à la veille des élections, où la gauche va l'emporter, Lionel Jospin explique que France Télécom ne sera pas privatisée, qu'il s'y engage. Et puis 3 semaines après, badaboum, la privatisation est annoncée comme inéluctable et France Télécom passe de l'autre côté. Et ça passe de l'autre côté avec, à mon avis, un mérite qui est contenu dans les drames humains que ça a impliqué, c'est que de façon chimiquement pure, ça incarne ce que ça veut dire, une grosse entreprise publique qui passe dans le privé avec un changement de mentalité, un changement d'objectif, un changement de service, un changement de travail, un changement général. Et ça s'est concrétisé par, si vous voulez, un certain nombre de drames, comme on l'a dit, qui ont été des arrêts jusqu'à des suicides en cascade, parce que France Télécom est rentrée dans un système qui a été complètement bouleversé. C'est-à-dire du système des télécommunications, service public, assurant un service au public, on est rentré dans un système basé essentiellement sur l'organisation des profits et de l'exploitation des personnels en place. Et donc ça, si vous voulez, ça aboutit ensuite à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un espèce d'émiettement, de dislocation et de déshumanisation totale et des relations de travail, et d'ailleurs des relations des citoyens à l'entreprise elle-même. Il est d'ailleurs sidérant de voir que certaines des solutions apportées au bien-être des salariés, c'est de créer des locaux où il n'y a pas de fenêtres qui puissent s'ouvrir. Oui, parce que comme ils ont eu tellement peur que ça se propage, le centre dans la région parisienne qui a été mis en place est un espèce de centre qui a été étudié essentiellement pour essayer d'entraver le mouvement des suicides. Ce qui va en dire long d'ailleurs sur l'appréciation qu'on peut avoir de la situation exacte de cette entreprise et surtout que ces managers, comme on dit, peuvent avoir de leur propre entreprise. Ça veut dire donc une entreprise où quasiment il n'y a pas accès au balcon ni aux fenêtres pour qu'on puisse pas se jeter dehors, ou enfin bref, il y a toute une série de mesures. On se demande même si on leur a pas enlevé les lacets pour qu'ils puissent pas se pendre. Et vous voyez, avant de rentrer, quoi, ça devient, on est dans l'absurde le plus total, mais qui correspond quand même à la réalité vivante dans laquelle on vit. Le cas de France Télécom est très marquant. Hélas, on se dit, et on peut le lire aussi entre les lignes dans votre livre, que la Poste
connaîtra peut-être bientôt le même sort. Parce qu'elle connaît le même sort. Parce que la Poste, il y a une chose que l'on ne sait pas, c'est que d'ores et déjà, sur le nombre de suicides à la Poste, de personnel de la Poste, ou de tentatives de suicide, on est déjà au niveau de France Télécom, sinon au-dessus. Donc c'est extrêmement grave, ça on n'en parle pas, mais c'est extrêmement grave. Il faut bien comprendre, si vous voulez, quand on est dans une entreprise publique, où en cascade, les personnels sont amenés à se suicider, alors on peut dire quand il y en a un, deux, trois, il n'allait pas bien chez lui, il avait un problème d'alcool, il avait un problème avec sa femme, ses enfants l'ont désorienté, enfin bref, on peut trouver toutes les raisons. Lorsqu'on est à des dizaines et des dizaines, ça veut dire qu'il y a bien un phénomène, surtout lorsque ça se produit sur le lieu de travail, ou que lorsque ça se produit, il y a des lettres qui sont laissées et qui mettent en relation l'acte désespéré qui est commis avec sa situation professionnelle. Alors, je sais, moi, j'ai des collègues qui trouvent ça absurde quand j'en parle avec eux, qui disent mais comment peut-on se suicider pour son boulot? Ça veut dire que ces gens sont complètement détraqués. Bon, c'est une vision des choses. On peut en effet considérer que c'est extrêmement compliqué à concevoir. Et pourtant, c'est une réalité. Il y a des gens pour qui le travail, c'est une donnée extrêmement importante. On n'est pas là pour avoir un jugement de valeur sur la question. Par contre, on est là pour constater que les relations dans lesquelles ils sont donnés sont tellement désespérées que le suicide devient une réalité importante. Voilà. Et donc, oui, c'est bien cette réalité qui est décrite sur France Télécom et sur la Poste. Nous avons Guillaume qui souhaite vous poser une question, Jacques Cotta. Guillaume, bonjour. Bonjour. Enfin, c'est pas vraiment une question que je souhaite vous poser. Ou intervenir, de toute façon. Voilà, intervenir. Si vous voulez, vous dites que c'est la faute des politiques si on en est arrivé là, mais j'aimerais bien aussi vous répondre que c'est aussi la faute des citoyens et des journalistes. Donc je vais essayer de m'exprimer en étant le plus rapide possible. Déjà, vous avez des politiques qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui font, excusez-moi du terme, plutôt la pute à Solobi, plutôt que de faire des choses pour les citoyens. Quand vous parlez, alors si vous voulez, quand vous parlez des services publics, moi la question, ce que j'ai envie de dire, c'est pas se dire il faut supprimer un fonctionnaire sur deux ou autre. La question, c'est quelles sont les administrations où on peut supprimer un maximum de fonctionnaires en ayant un service qui est toujours de bonne qualité, afin d'avoir des marges de manœuvre pour embaucher des infirmières, des profs, dans certains secteurs qui sont vraiment vitaux ou très importants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, tout à fait. Le second point, pour finir sur cet exemple, c'est que, mettons, vous avez en France, on va vous dire, monsieur, il faut payer une franchise au niveau de la sécurité sociale, mais j'entends personne dire face aux politiques, monsieur, c'est très bien, mais c'est complètement aberrant de vendre une boîte de 20 ou de 30 de médicaments, en sachant que la personne, mettons, en a besoin que de 6, et que les 3 quarts vont aller à la poubelle. Et après, on va dire aux Français, il faut payer une franchise. Donc voilà, il y a déjà ce premier point. Le deuxième point, quand je dis les citoyens, c'est que pour moi, le peuple français n'est pas un citoyen. Mais j'ai envie de vous dire, il y a un troupeau de moutons qui cesse mener à l'abattoir et qui ferme sa gueule. Dans le sens, c'est que moi, je vais souvent à des réunions de quartier pour m'exprimer, pour ouvrir ma gueule, pour dire non, mais c'est n'importe quoi, on sait qu'on a des solutions alternatives par rapport à certaines choses ou autres. Mais quelqu'un qui va l'ouvrir comme moi je le fais, va passer pour quelqu'un qui est virulent, parce qu'on a déjà fait la réflexion à la mer. Voilà, pas sortir du moule, donc la personne ne va pas être intéressante ou non fréquentable, etc. parce qu'il ne fait pas partie du troupeau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà, c'est ça. Donc il y a ça. Alors attends, si on ouvrait la... Je finis. rapidement, Guillaume, pour ouvrir la discussion, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. Moi, je vais vous dire aussi, c'est que quand je dis que vous avez votre part de responsabilité, vous avez votre part de responsabilité. Dans le sens, c'est que, mettons, vous avez eu dernièrement, enfin, depuis un petit moment, les temps changent. Est-ce que quelqu'un a rebondi quand on a vu, je veux dire, c'est pitoyable d'en arriver à un point où on dit qu'on ne prend une douche qu'à main. Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris, Guillaume. Si vous voulez, dernièrement, il y a un petit moment, on a eu pas mal de débats sur l'écologie. Oui. Voilà. Et si vous voulez, on sait qu'on a des solutions alternatives face au pétrole. Et j'ai entendu aucun journaliste dire, mettons, à un politique ou au gouvernement au pouvoir, très bien, vous nous dites qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là. Vous nous dites qu'il faut payer une taxe, il faut mettre une taxe carbone. Mais vous n'avez pas l'impression de vous foutre de la gueule des gens quand on sait qu'il y a des alternatives au pétrole par rapport à l'air comprimé, à l'huile de friture, à la méthanisation des déchets, qui sont beaucoup moins polluants
c'est que vous n'avez aucun journaliste qui pose une question qui dérange ou qui dit les vérités. Dans le sens, c'est que, si vous voulez, moi, le boulot d'un journaliste, c'est pas d'écouter ce que la personne dit et la réponse. C'est de dire très bien, cette personne va me répondre telle question. Mais quelles sont les solutions qui existent, qu'on pourrait mettre en place, etc., etc. Voilà quoi. C'est-à-dire, on est dans un système où on désinforme les gens. Et moi, je suis déjà arrivé plusieurs fois à appeler France 2, France 3 pour dire, mais très bien, dites-moi, l'émission que vous avez faite, vous avez fait de la qualité au niveau de la merde. C'est quand que vous allez arrêter de faire la pute astrologie et informer les gens? Alors, Guillaume. Guillaume, sur les journalistes, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je ne peux pas dire autre chose. Moi, généralement, ma démarche, c'est pas d'attendre n'importe quelle réponse à n'importe quelle question et de m'en satisfaire. Généralement, je sais à peu près, par rapport aux questions que je pose dans mon métier, les réponses qui valent le coup d'être entendues ou pas, celles qui sont des escroqueries intellectuelles ou non, et celles qui sont des mensonges. Et lorsque je tombe là-dessus, j'essaie, en ce qui me concerne, de ne pas décrocher et de continuer jusqu'à ce qu'au moins le sujet soit vraiment abordé. Donc quand vous dites, je ne vais pas rentrer sur la question de l'énergie et... Non, mais je sais bien, mais je vous dis, c'est pour vous expliquer les raisons pour lesquelles moi je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans l'exemple précis parce que ce serait pas sérieux de ma part, je ne l'ai pas travaillé sur la question du pétrole et puis des sources alternatives. Mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on est très souvent confronté, notamment en face des politiques, à des journalistes qui attendent la bonne parole et qui se satisfont de tout ce qui leur est raconté, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Donc je ne peux être que d'accord avec vous là-dessus. Donc là-dessus, ok. Sur, si vous voulez, sur la question des déremboursements de médicaments, je pense que ça pose deux problèmes quand même. Le premier problème, c'est vrai qu'il y a une attitude vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Et que je pense que lorsqu'il y a une négociation avec un laboratoire pharmaceutique sur le fait qu'il y a 22 médicaments et non pas des boîtes de 6, c'est peut-être pour qu'il y en ait 22 et pas 6. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des boîtes de 6, mais mettons si vous avez 20 médicaments... Enfin, oui, non, je suis d'accord. Je caricature, bien sûr. Non, en emballé. Oui. Voilà, quoi. Non, mais je suis d'accord, je caricature. Mais en même temps, si vous voulez, je pense que la question des déremboursements, c'est quand même pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que lorsqu'on dérembourse des médicaments, on nous explique qu'il y a une consommation médicamenteuse de la part des citoyens français qui était trop importante. Or, les chiffres montrent que ça, c'est pas entièrement vrai. C'est-à-dire que l'augmentation des médicaments n'a pas fondamentalement augmenté dans le temps, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas des médicaments de confort, si vous voulez. Vous voyez, ce sont des médicaments en règle générale qui méritent d'être remboursés parce que ce sont des médicaments qui soignent. De deux choses d'une, soit le médicament a une fonction, soit il ne l'a pas. S'il ne l'a pas, qu'il ne soit pas remboursé, qu'il soit même supprimé du marché, semble à peu près cohérent. Mais s'il a une fonction qui est une fonction médicale, il est normal que dans le cadre de la sécurité sociale, à mon sens, ce médicament soit remboursé, d'autant plus qu'il y a des sources de financement qui existent et qui doivent être trouvées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la discussion. Lorsque vous avez des milliards d'exonérations de cotisations sociales pour des entreprises et qui ensuite, on vous explique qu'il y a un déficit et qu'il faut prendre sur le dos du citoyen à travers des déremboursements, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et oups, je sais pas ce qui s'est passé avec Guillaume. Non, on l'a perdu, je pense. Je note au passage que vous avez réalisé le documentaire Dans le secret de l'accès aux soins. Vous connaissez bien le sujet. Absolument, l'accès aux soins en danger, oui, qui donc posait la question et des hôpitaux en soi, des hôpitaux de proximité, des médicaments. Donc on a perdu Guillaume. Quelque chose encore à lui dire? Non. Ensuite, sa réaction, la réaction de Guillaume par rapport au peuple, le peuple de moutons et la façon dont lui peut être perçu lorsqu'il prend la parole. Moi, j'aime pas trop ça, pour vous dire la vérité. Moi, j'aime pas que le peuple soit comme ça, assimilé, considéré comme une espèce de masse inerte qui pense pas. Moi, je pense que le peuple raisonne, qu'il réfléchit et qu'il mature, et puis qu'un beau jour, on ne sait pas pourquoi, il s'exprime. Vous savez, en Tunisie, moi, je vais vous prendre l'exemple de la Tunisie. Ça me semble le meilleur exemple d'actualité actuelle, aujourd'hui. En Tunisie, on pouvait dire que les Tunisiens, c'est un peuple de moutons qui avait Ben Ali depuis plus de 20 ans et qui subissait les brimades, le rapt, la violence, et tout ça dans un silence absolu, bien moyen-oriental d'ailleurs, puisqu'ils s'autoflagellaient et qu'ils ne disaient rien. Et puis un beau jour, vous voyez, il a fallu qu'il y ait un élément contingent qui réalise le nécessaire et qui permette à des millions d'individus de se soulever, de dire ça suffit, maintenant c'est plus comme ça que ça se passe. Et Ben Ali, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré. Donc vous voyez, le peuple de moutons, un beau jour, ça devient un peuple agissant et un peuple qui a les
leviers de commande dans ses mains. Donc moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas qu'on assimile le peuple à une espèce de masse inerte à la place de laquelle il faudrait penser parce qu'il en est incapable. C'est plus compliqué que ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons Christian qui souhaite intervenir sur l'antenne. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Je vous téléphone voilà, pour vous soumettre mon petit problème, enfin qui est un gros problème, c'est un problème de survie pour moi. Voilà, je vis, j'habite à Longperrier 77 230, je m'appelle Christian Croc. Et je vis dans une petite maison, sans eau, sans électricité. Et j'ai fait une demande pas plus tard qu'au mois de décembre à Monsieur le Président, qui m'a répondu par l'intermédiaire de Monsieur le Préfet. Les services de la Présidence de la République m'ont transmis la correspondance par laquelle vous sollicitez le raccordement au réseau électrique de votre logement. J'ai saisi votre requête à Monsieur le maire de Longperrier en lui demandant de l'examiner avec attention et de vous tenir directement informé de la suite qui pourra lui être réservée. À la suite de ça, j'ai eu Madame la personne qui s'occupe de moi à la préfecture cet après-midi, qui m'a dit qu'elle allait relancer la mairie. J'ai eu la présidence de la République cet après-midi au téléphone et je lui ai soumis mon problème encore. Et je lui ai dit que Monsieur le maire de Longperrier avait accordé un permis de construire dans le même chemin que moi, chemin de la Gruerie, à un fermier et qui lui avait accordé l'eau et l'électricité. Et elle m'a dit, s'il a fait ça, ça change tout. Alors j'ai appelé la mairie pour lui dire tout ça, nanana, nanana. Voilà où j'en suis. Courage, Christian. Je peux rien vous voilà dire où d'autre. j'en suis, malheureusement. Et ça fait 17 ans que ça dure. Oula. Ouais, je sais pas quoi vous dire, Christian. Je sais Ouais. pas. Je pense que si on vous a dit dernièrement si on vous a dit dernièrement à la mairie ou vis-à-vis de la mairie que ça devrait se régler parce que le voisin a eu ce qu'il a eu, il faut s'appuyer là-dessus, il faut y retourner et dire voilà, il faut que ça avance, quoi. Merci Christian pour ton intervention, mais effectivement Jacques Cotta va pas pouvoir régler ton problème. Par contre, moi ce qui m'intéresse dans le problème de Christian, qui est en difficulté depuis des années et des années, c'est effectivement que s'il s'adresse directement à la présidence, Christian, c'est peut-être parce qu'il est passé par les moyens locaux auparavant, peut-être que les moyens locaux ils sont plus là. Il n'y a plus de lien. Ah, c'est possible. Oui. Je sais pas, si vous voulez, il faudrait Mais voir. c'est quand on détruit petit à petit Voilà. toutes les structures de proximité, à qui peut-on s'adresser? Ah oui, c'est terrible. On va à la présidence qui évidemment se contrefout de ça. C'est-à-dire que même si elle se contrefout pas et si ça devient un mode de Voilà. fonctionnement, ça devient compliqué. Ça devient difficile, Oui, ça même devient- si c'est gratuit, je crois, d'écrire à l'Élysée. Oui, mais ça devient très compliqué et à mon avis un peu illusoire d'avoir une réponse satisfaisante parce que on peut pas non plus demander l'impossible à qui que ce soit. Donc l'impossible, c'est de connaître les situations concrètes et de voir quel type de réponse il faut y apporter. Bon, mais je sais pas. Oui, peut-être que c'est le cas. Je sais pas du tout quel est le cas de Christian. Hein. Moi, je voyais, ça fait partie très compliqué ensuite de s'inscrire dans la discussion. Mais si en effet Christian a créé la présidence parce que les moyens intermédiaires de dialogue, de discussion ont été supprimés, que ce soit les services administratifs, que ce soit bon, ça pose un vrai problème. Ouais. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est Jacques Cotta, notre invité. Aujourd'hui, nous présente son livre Qui veut la peau des services publics aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Nous allons arriver dans quelques secondes, après une très courte respiration, à la conclusion de cette émission. Avec tout ça, après tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons entendre ce que propose Jacques Cotta.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant.info sur Internet. Alexandre avec vous aujourd'hui pour animer cette émission et interviewer Jacques Cotta qui veut la peau des services publics. C'est le titre de son nouveau livre. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il est facile de s'indigner sur la pauvreté, sur le mal logement, sur les riches, sur les abus, etc. etc. Et on l'a ressenti à l'antenne lors des dernières émissions. Et on a pourtant l'impression que les Français, enfin je dis les Français, je déteste ce genre de on, n'aiment pas leur service public. C'est très dur d'entendre, enfin c'est très rare d'entendre des auditeurs défendre les services publics. Et en même temps, chacun, au fond de lui-même, aime cette image de la personne du service public qui apporte un petit peu d'aide. Je prenais, Jacques, hors antenne, il y a quelques instants, un exemple très basique qui est celui de Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais pas, 20 millions d'entrées, un truc comme ça. Les gens ont été le voir plusieurs fois. Au-delà de l'histoire, il y a aussi un personnage, ce personnage du facteur, personnage qui est présent et qui connaît le prénom de chaque personne. Il y a des humains derrière tout ça. Alors c'est bizarre, parce qu'on les aime d'un côté, et puis après, quand on les fréquente, on les aime plus. C'est très contradictoire en effet, mais comment dire? Moi j'aurais tendance, non pas pour éviter la question, mais j'aurais tendance à répondre que, en fait, peu importe qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce qu'il faut, c'est qu'on assimile une fois pour toutes quelle est l'utilité des services publics, les raisons pour lesquelles on est amené soit à en bénéficier, soit à désirer en bénéficier, à ne pouvoir le faire, parce qu'ils sont défaillants. Si on se pose pas les problèmes en ces termes, à mon avis, bon, tout ça est mal barré. La raison pour laquelle on a besoin des services publics, c'est parce qu'ils assument le lien social nécessaire et indispensable à tout un chacun. Quand vous prenez, je ne veux pas repartir à zéro, mais enfin, il faut recenser tout ça. Lorsque vous prenez la question de l'école pour les enfants, lorsque vous prenez la question de l'hôpital pour la santé, la question de la poste pour les échanges, la question des transports pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre, lorsque vous prenez la question de la sécurité, lorsque vous prenez toutes ces questions, les unes derrière les autres, eh bien, il est légitime et il est normal que tout le monde puisse dire qu'il veut pouvoir bénéficier des atouts que possède la République et qui doivent être mis au profit de chacun. Et si on veut en bénéficier, ça s'appelle les services publics. Alors ensuite, on les aime ou on les aime pas, c'est autre chose. On aimerait en être ou on n'aimerait pas en être. Et des fois, c'est parce qu'on aimerait en être et qu'on n'en est pas qu'on ne les aime pas. Des fois, c'est parce qu'on les voit fonctionner qu'on considère que ça ne fonctionne pas vraiment comme il le faudrait qu'on ne les aime pas. Bref, peu importe qu'on les aime ou pas. Ce qui compte, c'est de savoir s'ils sont utiles ou non. Et si on les supprime, vers quoi on va? Si on les supprime, vous aurez peut-être les moyens de vous soigner dans certaines conditions. Si vous ne les avez pas, eh bien vous mourrez. Vous aurez peut-être les moyens de faire éduquer vos enfants dans certaines conditions. Si vous ne les avez pas, ils resteront analphabètes. Vous aurez peut-être les moyens de vous déplacer pour aller d'un point à un autre parce que ça vous coûtera plus cher. Et si vous ne les avez pas, vous resterez chez vous. Et vous aurez peut-être les moyens, je ne sais moi, d'être dans un endroit surprotégé parce qu'il coûtera très cher et vous n'aurez pas de problème de sécurité. Ou alors vous aurez des problèmes de sécurité. Il faut savoir ce que l'on veut. Ça s'appelle les services publics. Alors vous voyez cette question d'amour, et c'est vrai que c'est contradictoire, vous avez raison, parce que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est vrai qu'il y a ce postier, c'est vrai qu'il y a cette proximité, c'est vrai qu'il y a ce terroir, et tout cela, ça fait appel à notre histoire et donc au service public. Et à la fois, eh bien, comme la vie est difficile, on a tendance à s'en prendre au premier interlocuteur, et à cet interlocuteur public qui prend à la place du reste. Et ça, si vous voulez, je pense qu'il faut démonter ce mécanisme, et qu'il faut vraiment se poser la question, qui veut la peau des services publics, pour savoir comment les améliorer et comment en bénéficier. Oui, c'est-à-dire qu'on s'en prend maintenant à celui qui gagne 100, 150 euros de plus que soi. Avant, on s'en prenait à un échelon au-dessus. Maintenant, on s'en prend... c'est deux côtés de la pauvreté ou de la précarité. Ça dépend comment est-ce qu'on souhaite la nommer. Mais on a vraiment réussi à monter les gens les uns contre les autres. Bah oui, mais vous voyez, c'est complètement absurde. Parce qu'on peut dire, par exemple, qu'un précaire doit s'en prendre à quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée. Et puis le type qui a un contrat à durée déterminée, il doit évidemment s'en prendre à celui qui a un CDI, puisque ce salopard a la garantie de l'emploi. Et puis celui qui a un CDI, vous vous rendez compte, quelqu'un de la fonction publique, un boulot toute sa vie, sans pouvoir être licencié, ce qui d'ailleurs doit être remis en cause par Nicolas Sarkozy, il faut s'en prendre à lui, bien évidemment. Et comme ça, on peut les uns et les autres s'en prendre aux uns et aux autres. Mais ça, voyez-vous, c'est une espèce de communautarisation sociale de la société qui est une catastrophe. On n'est pas là pour s'en prendre les uns aux autres alors qu'on fait partie du même clan, qu'on fait partie de la même bande, qu'on fait partie de la même classe, qu'on fait partie du même endroit. On est là pour s'en prendre, à mon avis, à l'origine qui crée les inégalités sociales et le fait que les uns et les autres
de pouvons vivre dans des conditions d'égalité élémentaire qui permettent d'assumer ce dont on a besoin. Et vous voyez, c'est terrible, parce qu'il me semble que derrière, il y a cette mentalité qui a été transformée, cette espèce d'idéologie de l'individualisme et du chacun pour soi, qui fait qu'à la fin, plus personne ne sait vraiment qui il est et à qui il s'adresse. Bah donc, c'est simple, on va à l'hôpital, ça marche pas, et ben on s'en prend à l'infirmière. On va à la poste, ça va pas, on parle à cet enfoiré de postier. On va, je ne sais moi, au commissariat, on n'a pas de réponse immédiate, sale flic. On parle, et puis comme ça, on peut y aller, allègrement, et tout est disloqué. Alors qu'au point de départ, il y a des structures, ce sont ces structures qu'il faut débattre et les raisons pour lesquelles elles sont mises dans une situation où l'enseignant a des difficultés, ne peut pas enseigner ou enseigne mal, où le postier ne distribue pas le courrier, où l'agent de police s'occupe plus de mettre des PV pour avoir de la rentabilité que d'assurer la sécurité, ou, bref, etc. Il faut se poser ces problèmes qui sont des problèmes éminemment politiques. Si on ne se les pose pas, c'est à mon avis la fin des haricots. À la fin, vous savez, à force de s'en prendre à celui qui est juste à côté, parce qu'il est un peu différent, d'abord, on s'en prend à tous ceux qui sont différents, et on voit où ça nous mène, et puis ensuite, on voit le danger que ça incarne, et puis à la fin, on va s'en prendre à soi-même. Parce que tout compte fait, si on regarde bien, on ne va plus rien y comprendre, et c'est soi-même qui est responsable. Jacques Cotta, quelles solutions, quelles hypothèses de travail pour changer les choses? Bah, si vous voulez, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de points. Moi, j'ai pas la solution. Non, on parle d'hypothèses de travail. Voilà, restons modestes. Hein. Moi, je n'ai pas la solution, mais il y a un certain nombre d'hypothèses que j'essaie de tracer comme conclusion de mon bouquin et de l'enquête que j'ai menée. Une des premières, c'est de revenir sur tout ce qui légitime la destruction des services publics ou leur restriction. C'est cette fameuse idéologie de la crise et des déficits. Je pense qu'il faut revenir là-dessus, il faut étudier la question. Les déficits et la crise ne sont pas une raison qui justifie le fait qu'on supprime les services publics ou qu'on les liquide ou qu'on les restreigne. Ça n'est pas une bonne raison. Je ne reviens pas sur l'argumentation, on en a discuté cet après-midi, mais je crois que derrière l'argument des déficits et de la crise, il y a des intérêts particuliers qui sont défendus au détriment de l'intérêt général. Et c'est cela la véritable question. C'est donc une question économique, politique et sociale qui est le cœur de notre société qui doit être débattue et non pas les services publics en soi. Ça, c'est la première question. La deuxième question, il me semble, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont vitaux pour la République et pour la nation. Et cela, on ne peut pas les laisser s'échapper. Je pense à l'énergie, je pense aux télécommunications, je pense au transport, je pense à l'eau, je pense à toutes ces questions qui sont objets soit de privatisation, soit de déstructuration, où je crois que la nation et que la République, pour pouvoir s'organiser, vivre et apporter une réponse positive aux citoyens, doit se réapproprier tout cela. Alors, vous appellerez ça comme vous voulez. On peut dire renationalisation, on peut dire réappropriation collective, on peut dire réappropriation sociale et démocratique. Vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, les formes se discutent, la façon de le faire se discute, mais on ne peut pas laisser, à mon sens, ces secteurs-là dans des mains privées, dont le souci premier va être de faire des profits, sur le dos de secteurs dont dépend le bien-être de la collectivité. Voilà au moins deux éléments. Le troisième, je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut réaffirmer pour l'ensemble de ces secteurs qui permet de les réorganiser, de les défendre et de les développer. Je pense que ces valeurs sont celles qui sont au fronton de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la laïcité. Ça concerne les secteurs publics essentiels, que sont notamment ceux qui permettent l'éducation, qui permettent la culture, et qui permettent, également, aussi contradictoirement que ça peut paraître, qui permettent la sécurité. Je crois que ces questions permettent d'ordonner tout cela et de les défendre. Et enfin, quatrièmement, je crois qu'il y a une série de lois et de mesures qui ont été prises qui vont à l'inverse de ces objectifs et qu'il faudrait que ces lois et que ces mesures soient le plus rapidement possible abrogées et remises en question pour redonner au service public la place qui doit être la leur. Enfin, si vous voulez, pour en conclure avec ces mesures exactes, je pense que pour que tout cela puisse prendre corps, il faut que ce soit l'objet d'un débat. Et pour que ce soit l'objet d'un débat, il faudrait que chacun reprenne les valeurs qui sont ses valeurs historiques. Moi, je ne demande pas aux uns et aux autres de croire ce qu'ils ne croient pas et de façon évidente le contraire de ce qu'ils disent. Par contre, je demande à ce que c'est un héritage historique qui soit repris, qui soit réaffirmé, qui soit l'objet d'un débat, qu'il y ait des clivages positifs qui s'instaurent dans la discussion et dans la société pour que les véritables choix s'opèrent. Ce consensus mortel au nom des déficits qui liquident les services publics est mortel. Est mortel. Parce qu'il ne permet à personne de se saisir de la question. Il ne permet
que cette réaction qui est de dire saloperie de fonctionnaire, tu es responsable d'eux. C'est ça qu'il y a derrière le consensus. Or, vous voyez bien que le débat, il n'est pas là. Le débat, il est de savoir si on veut une société totalement privatisée ou si on veut une société où le secteur social, sa socialisation, existe et se développe. C'est ça l'enjeu. Peut-on faire tout cela en restant sous le giron de l'Europe? Manifestement, il y a un certain nombre de décisions, de directives européennes qui sont contradictoires à tout cela. C'est clair. C'est vrai que tout ce qui ordonne la concurrence libre et non faussée est contradictoire à l'existence des services publics. Donc ça veut dire qu'il faut oser dire, qu'il faut revenir là-dessus. Il faut revenir. Alors, revenir comment? C'est une autre discussion. Ensuite, le débat doit être ouvert. Certains vous diront, il faut rompre avec l'Europe, il faut en sortir. Je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant jusqu'au bout en sortant de cette façon des institutions, en tous les cas, de l'Europe. Et puis, vous savez, sortir de l'Europe, c'est une chose compliquée parce que ça veut dire quoi, concrètement? L'Europe, c'est une réalité géographique. Vous n'allez pas en sortir, c'est une absurdité. S'il s'agit de sortir de la construction politique européenne telle qu'elle est mise en place, je pense que c'est un choix qui relève de la responsabilité. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas, au nom d'une construction politique étrangère à l'intérêt des peuples, expliquer qu'il est impossible de renouer avec cet intérêt. Donc s'il faut en sortir, eh bien oui, il faut en sortir, mais il faut que ce débat se mène, et à la fois qu'il se mène non pas en termes théoriques, idéologiques et abstraits, c'est très concret. Si on veut une santé de proximité, si on veut une santé tout court, si on veut des services publics, si on veut réindustrialiser notre nation pour donner du travail, si on veut faire en sorte qu'on ne soit pas seulement une nation de services, et de moins en moins de services, puisque les services s'en vont aussi, on trouve toujours moins cher ailleurs au nom de la libre concurrence et non faussée. On va au Maroc, et puis du Maroc on ira en Tunisie, et puis peut-être en Tunisie, comme il y a des remous, on va s'en aller, on ira en Asie, et puis en Asie c'est quoi? L'aboutissement c'est la Chine. La Chine avec ses prisons, où c'est pas compliqué, on fait travailler des gens gratuitement, quand il y en a un qui meurt, on file un bol de riz à un autre, et puis il travaille gratuitement aussi. Si c'est ça le mode de développement qu'on veut, alors on est cuit. Si ça n'est pas ça, c'est avec ça qu'il faut rompre, et si on veut rompre avec ça, il faut se réapproprier sa propre souveraineté, sa souveraineté nationale, le droit de décider soi-même pour ce que l'on veut faire en tant que nation, en tant que république, et à partir de là, se donner les moyens de le faire. Jacques Cotin, merci beaucoup. On sent que vous avez mis beaucoup de vous-même dans ce livre. Ça se sent, on sent que chaque mot est pesé véritablement. C'est un livre d'idées. C'est un livre d'idées qui permet d'avancer, de réfléchir, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vous dites. Ça permet de réfléchir et j'espère que nos auditeurs l'auront bien compris aujourd'hui et qu'ils réfléchiront différemment aux services publics ou pas et surtout aux solutions à apporter. Et puis aussi qu'ils achèteront votre livre. Jacques Cotin, vraiment, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Alexandre avec vous aujourd'hui pour animer cette antenne. Notre invité était Jacques Cotin, auteur de Qui veut la peau des services publics, paru aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Je vous rappelle que Jacques Cotin était déjà intervenu sur l'antenne pour ses deux précédents livres, 7 millions de travailleurs pauvres et riches et presque décomplexés. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.info sur Internet.